Salut mes seigneurs, je suis très heureux de vous retrouver, toujours un plaisir, un régal. Aujourd'hui, une vidéo très particulière. Vous avez remarqué, je fais très rarement des interviews et à chaque fois que je le fais, c'est que je vous mets en face de vous une bombe atomique. La dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette personne qui avait pardonné aux individus qui avaient assassiné son père. Alors, il y a eu des réactions sur la chaîne, j'aurais pas fait ça, fallait pas faire ça. Moi, mon but, c'est toujours de vous mettre en face des personnes qui vont vous permettre d'appréhender votre réalité de façon différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'honneur de recevoir Frank Ropers. Alors, Frank, c'est un 7e dan d'un art martial qui est l'un des arts martiaux pour moi les plus efficaces de la planète, qui s'appelle le Pencak Silat. C'est THE référence martiale. C'est certainement pour moi celui qui m'a le plus impressionné quand j'allais voir le Festival des arts martiaux à Bercy. Mais plus encore que cette dimension-là. Alors déjà, ça c'est suffisamment impressionnant, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un qui s'implique dans la mise en application de ce qu'il recherche. C'est-à-dire que quand on arrive à des niveaux comme celui de Frank, ou de la recherche, comme moi je vais faire en neurosciences, ce que j'aime chez lui, cette rencontre, elle m'a permis de me rendre compte à quel point il y a des personnes qui vont chercher l'efficacité, mais qui ne s'arrêtent pas à un livre ou une donnée, ils la pratiquent, et en ce sens, tu es plutôt impressionnant, donc je suis très heureux de te recevoir. Est-ce que tu veux rajouter une petite présentation? Parle-moi, dis-leur qui tu es, Frank. Alors déjà, bonjour à tous. Donc je suis Frank Ropers, 55 ans. Effectivement, je suis dans les arts martiaux depuis longtemps. Ce qui fait qu'en général, quand on a un haut grade, c'est qu'on est un peu âgé. Ça va avec aussi. Voilà. Et effectivement, je m'intéresse à l'aspect physique, technique des arts martiaux, mais au-delà, je travaille sur le mental, la préparation physique et d'autres choses qui me permettent de mieux vivre dans un premier temps parmi les autres, parce qu'on vit avec les autres, on a besoin des autres. L'humain n'est pas fait pour être isolé. Et surtout, comprendre pour aider les autres. Parce qu'une fois que moi, il faut que je comprenne déjà comment je fonctionne pour aider les autres. Et je ne comprenais pas comment je fonctionnais au début. Parce que je suis un ancien sportif de haut niveau, parce qu'il n'y a que la performance qui m'intéressait et je n'étais pas heureux. Parce que la performance ne me suffisait pas. Une fois que j'atteignais mon objectif, je dis mince, j'ai obtenu. Après, je déprimais le lendemain. Enfin, je déprimais, je disais bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui me reste? Enfin, je retrouve un autre objectif et je me suis rendu compte que c'est pas ça la vie. La vie, c'est comprendre, c'est être bien parmi les autres. C'est le bonheur en fait. Et puis pouvoir véhiculer voilà, tout ça. Donc j'ai dû chercher. J'ai dû tester, j'ai dû échouer, et puis voilà, je me suis construit comme ça. Donc je suis un gars de la rue, je me suis fait tout seul, donc moi j'ai pas fait de hautes études. Simplement j'ai été chercher dans des bouquins, j'ai rencontré beaucoup de gens, des gens comme toi, des gens qui m'ont appris, qui ont partagé leurs connaissances, ce qui m'a fait que j'ai eu des explications aux choses que je faisais de manière empirique ou au feeling, par instinct. Et puis, mais pragmatique parce que terrain. Voilà, et en fait, moi j'ai un problème, c'est que je ne peux pas concevoir quelque chose si je ne l'ai pas testé, et si je ne l'ai pas testé sur mes élèves ou mes clients. Parce que ce qui marche sur moi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Alors, ça, c'est un de mes gros soucis, donc je teste tout le temps en fait. Moi ce que j'aime, c'est quand quelqu'un me dit « j'ai un problème, je suis obligé de mettre en place une vraie qualité pour réussir ». Alors que, moi je vous dis, mais ayez ce problème-là, développez ce problème, de mettre en application, parce que s'il y a un problème qui est vraiment une ressource, c'est celle-là. C'est d'appliquer parce que on n'est jamais sûr que ça fonctionne sur nous, ce qu'on apprend. Mais si on n'est pas confronté au réel, moi c'est toujours ce que je vous disais, la maturité c'est ça, c'est ma capacité à me confronter à la réalité. Et quand tu me dis c'est un problème, je trouve que c'est un beau problème en fait. Et j'ai souvent que dans ce que je dis, il y a 50% de faux. C'est que déjà, je peux me tromper, et deuxièmement, ça évolue. Quand on parlait du footing il y a 20 ans, maintenant c'est le fractionné, on n'en parle pratiquement plus. Donc ce qui était absolument super il y a 20 ans, quand j'étais à l'INSEP, on parlait de trucs qui étaient magiques, maintenant c'est complètement délaissé. Aussi bien sur l'alimentation que sur le mental. Je vois le mental, on n'en parlait pas. À l'INSEP, dans les années 75-80, quand j'y étais, on ne parlait pas de ça. Maintenant, on voit l'importance que ça prend. Et pourtant, on ne met pas forcément en application. Non. Parce qu'on ne trouve pas les gens forcément compétents, ou les gens qui ont envie de le faire, ou on n'y croit pas. Donc les gens se protègent un peu aussi de ça. Oui, ça pose un problème. C'est moi, à l'époque, j'étais intervenu pour l'équipe de France de judo. Je me suis rendu compte que le problème, c'était pas les apports que je leur faisais. Le problème, c'est qu'il y avait une remise en question du mode de fonctionnement des entraîneurs, et les mecs, ils n'étaient pas encore prêts à ça. Et c'était aussi difficile. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie remise en question. Mais toi, par contre, c'est ton job. Tu recherches en permanence et t'appliques. Donc j'ai un deuxième problème, en fait, c'est que j'ai pas le souci d'échouer en public. J'ai suffisamment travaillé sur mon ego pour... Donc en fait, j'ai pas de pression. Si j'échoue en public, je dis c'est une expérience. Voilà, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'en tire? Faites pas comme moi ou faites mieux que moi. Donc j'ai pas ce souci-là. Je l'ai eu. C'est quand j'avais 15-20 ans, je pensais que gagner et échouer, c'était la pire des choses. J'ai passé, pour moi, c'est l'apprentissage, tout ça.
Et en fait, je dis toujours qu'en fait, comme j'ai pas peur d'échouer, ben en fait, à chaque fois, je sors avec une plus-value. Je prends une gamelle, pourquoi j'ai pas réussi? Alors je dis, c'est parce que ce jour-là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, et je rebondis. Et j'ai fait ma vie comme ça. Donc je passe ma vie à tester dans tous les domaines, ce qui énerve tout le monde d'ailleurs. Je vais tester, on disait, il est encore parti sur un truc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai progressé comme ça. C'était ma façon de faire. Alors après, j'ai croisé encore une fois avec le scientifique, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, ils ont déjà fait le chemin. Donc je le prends en route, il me tire, et ça va beaucoup plus vite. Parce que là où je mettrais 20 ans, peut-être je vais mettre 1 an. Voilà, je vais voir les gens pour qui c'est le métier. Par contre, je teste. Je ne crois pas forcément ce qu'ils me disent. Je lui dis, parce qu'eux aussi ont fait les études, mais est-ce qu'ils l'ont croisé avec le terrain? Voilà, donc je dis, mais ok. Et moi, j'ai déjà été prise de tête avec certaines personnes, sur le fasting notamment, qui me disaient, c'est des conneries, il faut manger le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Et maintenant, il y a des grands chercheurs, des médecins reconnus qui disent, non, ce qui compte, c'est le taux calorique et la répartition des macro-éléments, du nutriment, pardon, dans la journée. C'est pas du tout le fait que le petit déjeuner, c'est pas vrai ça. Alors, voilà, juste pour rappeler, le fasting, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et c'est quelque chose on s'est retrouvé là-dessus, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et à partir du moment où je l'ai adopté, je n'ai jamais été dans la logique de régime. D'abord, je suis contre ça. Il y a plusieurs vidéos là-dessus. Ça marche pas, le régime. Ça marche pas, ça marche jamais. Et pire encore, ça ne fait qu'empirer le problème. Et le fasting, ce jeûne intermittent, c'est vrai que quand c'est arrivé sur le marché, il y a beaucoup de médecins, de nutritionnistes qui ont dit c'est une connerie, il faut partir avec un grand petit déjeuner le matin. Moi, je fais comme toi, je l'ai expérimenté, j'ai vu que j'avais retrouvé la patate, une meilleure qualité de mon sommeil. On est en plein hiver, ça fait, depuis que je fais le fasting, je n'ai pas un problème de santé. Donc, on se concentre beaucoup mieux, on est vraiment efficace. Et on n'est pas dans une logique de régime, on est plus dans une logique de routine de vie. Et voilà. Tu sais, quand je t'écoute, moi, il y a un truc cette vidéo, on devrait l'appeler les 5 problèmes que vous devez développer dans votre vie. Parce que ce que tu as dit, à chaque fois que tu présentes ça comme un problème, je me dis, merde, quelle qualité. Alors, c'est un problème. Quand je dis ça, c'est humoristique, c'est un problème parce que forcément, il y aura une solution derrière. Puisque je pose le problème. Voilà. Il faut que je trouve la solution. Hein. Okay. Je vais la chercher n'importe comment, mais je la trouverai. Alors, moi, il y a une chose que j'aimerais partager avec les abonnés de la chaîne. Cette expertise du combat, cette expertise de l'adversité, en fait, elle a été suffisamment importante pour que l'État s'intéresse à toi et te donne une mission. Et si c'est OK pour toi de parler de ça, tu interviens sur des conflits qui sont vraiment... on parle d'adversité, on parle de grosses difficultés. Là où il va y avoir, on va en venir limite aux mains, aux armes. Avant, on envoie toi. D'accord. Alors, bon, déjà, il y a plusieurs sortes de conflits. Hein. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais que ce soit un conflit physique, conflit verbal, ou un conflit d'ordre politique, ou un conflit avec des partenaires sociaux, enfin, un adversaire, parce que pour un conflit, il faut être deux. Hein. C'est ça. 2 ou 1 contre plusieurs. Mais on ne peut pas être tout seul, d'accord? Là, c'est un conflit interne, voilà. Et en fait, ce que j'ai constaté dans un premier temps, c'est qu'au début, mon truc, c'était de pouvoir me positionner par rapport à l'autre. C'est-à-dire? C'est une grave erreur. C'est pas en fait, j'ai essayé de prendre le dessus sur l'autre. D'accord. De m'imposer, de faire le prédateur. Donc, pourquoi? Parce que j'étais formaté par la rue, c'est le plus fort qui gagne, donc plus musclé. On voit bien les gars qui s'entraînent dans la cité, c'est le chef, c'est le costaud. En prison, ils font de la barre fixe parce que c'est basique, c'est comme ça. C'est le mâle dominant. C'est le mâle alpha, voilà, c'est ça. Donc moi, j'étais prédisposé à ça parce que je me suis construit comme ça. J'étais quelqu'un de chétif, je me suis entraîné très dur. Et oui, j'étais prématuré, moi. Il faut le savoir, prématuré. Et je me suis entraîné pour dans la cité, être celui qui domine. Bon. Et j'ai constaté que c'était une grosse erreur. Parce qu'en fait, le problème, c'était pas l'autre, c'était moi. Parce que, et tous les gens le disent de façon en PNL, ailleurs, en développement personnel, c'est qu'en fait, la problématique, c'est comment l'autre va te percevoir. Donc j'ai travaillé sur comment l'autre va me percevoir. Et je l'ai constaté, que ce soit dans des séminaires, quand je prends la parole, que ce soit dans un conflit, c'est pas ce que je suis qui est important, c'est comment il va me voir. Alors j'ai constaté que des trucs bizarres, sont un conflit verbal. Un type qui veut faire une action qu'il ne doit pas faire. Si j'arrive vers lui en disant « ouais, c'est quoi le problème ?» Je fais le mâle dominant. Si lui, c'est un mâle dominant, ça va poser... Alors on va être synchronisé. Mais ça va quand même poser problème, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui doit gagner. Ouais, vous allez au combat. Moi, je suis plutôt dans le gagnant-gagnant. Voilà. Il faut qu'il pense qu'il est gagné, et moi, il faut que je gagne, je obtienne ce que je veux. Alors, comment j'ai fonctionné? C'est très simple. Je casse, je fais ce qu'on appelle comme une rupture de pattern. Je casse. En fait, je casse... alors, je le faisais naturellement au début, hein, puis après, j'ai compris avec l'hypnose ce qui se passait. En fait, si quelqu'un arrive en mode costaud, j'arrive souriant, je vais vers lui, je lui tends la main. Le mec, il est anesthésié. Alors, il me tend la main souvent.
Merde, il dit pourquoi après, il se dit pourquoi j'ai tendu la main. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas en fait, normal. Voilà, j'ai fait exactement ce qu'il pensait pas que j'allais faire. C'est comme les arts martiaux. Je crée des ouvertures pour qu'il j'ouvre le tiroir. Comme un oral, on ouvre le tiroir pour que l'autre il pose la question. Mais en fait, ça m'arrange parce qu'au moins je sais ce qu'il y a dans le tiroir. Si lui qui ouvre le tiroir, là c'est chaud parce que je ne saurais pas forcément dire ce qu'il faut. Donc j'amène l'autre à faire ce que j'ai envie de faire. Et dans le penchak silat, on dit souvent c'est une fleur qui est très belle, je l'attire pour qu'il saisisse la fleur. Et cette fleur elle est venimeuse. C'est ça en fait. Et c'est ce que j'utilise au quotidien. C'est moi qui va prendre la main en fait sur l'autre sans qu'il le sache. Si par exemple, l'exemple typique, j'ai 70 bonhommes, alors je les fais souvent ça, qui sont en colère pour un motif syndical revendicatif. Donc là c'est le gros conflit. Alors, si j'arrive comme le dompteur dans la cage, l'autre, le subconscient l'a déjà compris, hein, on dit c'est neuromiroir. En fait ce qui se passe c'est qu'en fait il sait ce qui se passe. Si j'arrive en mode je suis soumis, je suis pas bien et tout, je transpire de partout, j'ai les pieds serrés, je me touche de partout, je suis mort. Parce qu'eux ils sont en mode assez reptilien, assez animal. On veut voir si c'est un bonhomme le chef. Donc je suis foutu. Donc ce que je fais c'est que j'arrive décontracté, je m'occupe pas d'eux. Alors moi j'ai une technique secrète, c'est genre je vais avec mon café, je bois mon café, je suis détendu. Mais en fait c'est une sorte d'ancrage positif, le café me ramène à la sérénité. Puis bon, je m'occupe pas d'eux. Ça va les gars? Je vais vers eux, bonjour, 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 bonjour. Je fais les caïds en général, les gros délégués. Ben, il me dit mais il est cinglé, on est 100, l'autre il est tranquille. C'est pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Ouais, c'est ça. Et en fait à chaque fois je casse. Et souvent, alors pas tout le temps, faut être honnête, ça fonctionne sur des gens qui peuvent se connecter et des gens qui sont suffisamment ouverts et intelligents pour comprendre. Si on tombe quelqu'un qui est sous stupéfiant, sous alcool, dans un état, là il ne peut pas se connecter avec moi parce qu'il y a encore un émetteur, un récepteur. Donc s'il n'y a pas cet effet émetteur-récepteur, ça ne marche pas. Mais il est rare qu'un humain, même s'il ne parle pas la même langue que moi, puisse pas se connecter par les émotions. Et moi j'ai une technique secrète, c'est les 10 secondes, hein, comme je dis, les 4 fois 10 secondes, c'est mes 10 premiers gestes, les 10 cm entre les oreilles, c'est les yeux, sourire. Ici, la distance qu'il y a du crâne, ici, et les 10 premiers mots. Si c'est des mots positifs, je mets avec le sourire, je suis détendu, je suis sûr de moi, j'ai le buste en avant, que je ne suis pas complètement recroquevillé, et puis que je suis sympa, je suis bien dans ma tête, bah l'autre, pourquoi il... Donc toi, tu vas interrompre le pattern. La personne est dans une logique d'agressivité, et toi, tu arrives dans une logique de passivité, en sens paix, voilà. Du terme, et je montre un autre visage, et du coup, en fait, tu l'amènes de là où il est à là où toi tu es. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mode survie ou stratégie pour obtenir. Parce qu'il y a deux choses. Après, on peut le faire aussi sous forme de jeu. Si vous êtes en voiture, vous pouvez le faire dès maintenant, hein, vous êtes en voiture. On le fait souvent naturellement d'ailleurs. Tu veux passer devant quelqu'un, il suffit que tu fasses ça, avant, la personne te laisse passer. C'est un truc de fou. Et moi, je le fais souvent ça. Parce que j'aime bien jouer. Moi, je missionne ma femme. Voilà. Un petit signe. Et c'est fou parce que l'autre, il dit bon, il est sympa, il passe. Maintenant, il y a des gens qui ont une tête qui ne reviennent pas. Mais c'est moi mon problème, c'est pas la personne. C'est moi qui ai décidé que sa tête ne me plaisait pas. Je ne laisserai pas passer. Là, c'est l'ego qui parle, mais c'est ridicule. Et en fait, c'est ça. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc au début, je ne le comprenais pas. Parce qu'au début, j'étais toujours dans ce mode-là. Donc ça posait problème. Je rentrais en conflit, puisque je rencontrais des gens plus costauds que moi. Ça posait aussi des problèmes pour les autres. Et il n'y a jamais de gagnant-gagnant. Il y a deux perdants à chaque fois. Et ça peut poser problème. Voilà. Alors par contre, ça, c'est j'appelle le rituel pour survivre ou obtenir. Après, il y a le rituel du jeu, et les gens souvent mélangent. Alors, il faut intervenir par exemple des athlètes de haut niveau dans des séminaires. Quand on combat, c'est un rituel de jeu. Un jeu, il y a un arbitre, il y a des règles. C'est pour ça qu'on parle du MMA, on dit c'est du vrai combat. Non, c'est toujours, heureusement d'ailleurs, il y a des règles. C'est d'excellents combattants, ce sont des athlètes parfaits, ils ont un mental furieux, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf, je dis encore, on n'est pas dans la survie. Il y a des règles. Et bien là, donc c'est différent. Parce que là, tu vas te coller à l'autre. Et c'est pour ça que les boxeurs se collent. Ils font le jeu du dominant. Ils se regardent méchamment comme des animaux. Là, c'est un rituel de domination. C'est pas le même rituel. Donc là, effectivement, là, il faut mieux jouer. Soit j'ai le sang-froid, on joue un rôle en fait de dur. C'est pas pareil. On ne peut pas se connecter de la même manière. Là, c'est un jeu. Donc là, c'est effectivement celui qui paraît. Et l'image est très forte. C'est que quand on voit un musclé et un pas musclé, dans le jeu, souvent on dit bah lui, le petit, il a aucune chance. T'as vu comment il est taillé, l'autre et tout. Oui, c'est fort possible, parce qu'on est dans le jeu, donc on utilise des forces musculaires. Contexte de survie. Ah, moi je parie pas forcément sur le costaud. Moi non plus. Parce que là, il se passe des choses là. Si ça se trouve, il va basculer, et là on est en mode reptilien. C'est plus pareil, on n'est plus dans la réflexion, dans les points, dans la codification. C'est pour ça que quand je dis souvent, quand les gens se battent, on ne reproduit pas la même chose qu'à la salle. Parce que c'est pas le même niveau du cerveau. Il y en a, c'est de l'apprentissage, c'est de la codification. Là, il a basculé.
Le mec, il a plus de 140, plus de 700 minutes, il est plus là-dedans, il est plus dans le même étage. Donc il fait des poussées, il fait des coups de poing à l'arrache. C'est pour ça que je dis, se battre dans la rue, c'est pas si difficile. Non. Si tu as un mental fort et que tu as 3-4 techniques, ça suffit. Mais là, je te parle plus d'art martial. Et c'est ça en fait, moi j'adapte mon fonctionnement par rapport à l'autre, par rapport à la situation. Et j'ai remarqué que c'est toujours moi qui dois travailler sur moi pour que l'autre me perçoive comme j'ai envie. Et j'ai fait des tests en entreprise, par exemple, d'arriver à l'accueil. J'arrive en mode tranquille, on va croire que je suis le gars qui va faire prof de sport. Je mets un costard cravate. Bonjour, très sûr de moi, on pense que je suis le boss. Combien de fois j'ai joué avec ça? Oh, le mec il pèse là, parce qu'il a un beau costume, la chanson italienne, parce qu'il présente bien et tout. En fait, il pèse rien. Et il y a l'autre qui va arriver super cool, on dit lui c'est l'homme de ménage ou je sais pas. En fait tout le système perceptuel que tu renvoies à l'autre, c'est comment l'autre va me percevoir dans la situation. Voilà. Alors par contre moi je triche, je suis honnête, c'est que par exemple quand je forme des gens qui n'ont pas le temps encore de travailler sur eux, faire une introspection, qui n'ont pas pris le temps de dire qu'est-ce que je vaux, quelles sont mes valeurs, où je suis bon, pas bon, est-ce que j'ai peur, quelles sont mes peurs, enfin qui n'a pas vraiment travaillé sur soi. Je fais ce qu'on appelle le pansement. Je lui apprends à se connecter avec les autres, à donner la meilleure image de lui. Par exemple, je lui dis comment s'habiller, les 3 couleurs, pour pas choquer, d'être neutre. Je lui apprends à se tenir, je lui apprends à balayer une salle, je lui apprends à sourire, j'apprends à être en ancrage, les jambes plutôt écartées, pas les jambes collées, de ne pas se toucher, je lui apprends à respirer avec la cohérence cardiaque avant, à se planter dans la meilleure image possible pour qu'il véhicule l'image que l'autre a bien envie de voir. Alors j'ai un exemple typique, le serrage de main. J'avais fait une émission avec Guillaume Play, c'est avec lui Guillaume Play, c'était sur C8. Et en fait, je parlais de serrer la main. Moi, je juge beaucoup les gens en ça. Le type qui va chercher à mettre la main au-dessus. Il va être dominant. Celui qui va être en dessous, soit c'est un manipulateur, ou soit c'est un soumis. Mais celui qui tend la main, bonjour monsieur, je sais que c'est pas un leader. Celui qui va un peu à la Trump, qui ramène. Celui qui est comme ça, bien droit, qui me regarde, je dis, ah lui, attention. Bien ferme, sans écraser, c'est un gars qui est sûr de lui. C'est bête, hein. Mais je dis aux gens, travaillez votre serrage de main. Quand je vois les gens qui n'arrêtent pas dans les yeux, qui font comme ça. Oui, t'as une truite à la place des doigts. Moi, je suis plus fort que moi. Je lui dis, mais celui-là, c'est pas toi, il ne pourra jamais diriger, quoi. Et je l'ai jugé en 4 secondes. Alors, il suffit qu'il ait les jambes serrées, qu'il soit comme ça, qu'il se touche sans arrêt, qu'il soit là, qu'il soit fuyant. C'est foutu. Donc, j'aide des gens pour les entretiens. Je mets des pansements. Je ne travaille pas sur le fond, je travaille sur la forme. Par contre, s'ils veulent aller plus loin, là, j'y travaille sur toi. Et là, j'ai plein d'exercices qui renforcent la confiance, même des choses qui vont jusqu'à l'au sport. Pour qu'ils soient bien avec leur corps, sans être bodybuildés, pas du tout. Qu'ils soient bien avec leur corps, ça va renforcer leur mental, puisque l'un interfère sur l'autre. Première clé de l'estime de soi, c'est vraiment le rapport que tu as avec ton physique. Et oui, moi je vois des gens très très maigres, dans les gens que je côtoie, ils sont pas bien avec leur corps, ils se cachent. Et je le vois bien, ils se mettent comme ça. Les gens, les jeunes femmes qui ont des poitrines assez importantes, qui sont en pré-puberté, des jeunes filles, des gamines, souvent on les voit, elles se mettent comme ça parce que le regard des hommes ou des jeunes de leur âge, ça les gêne. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée des problèmes au niveau du dos. Souvent, des femmes qui ont des grosses poitrines, elles se mettent en avant parce que dans leur jeunesse, elles ont souffert du regard des autres. Ça crée des problèmes physiologiques. N'aie pas honte, mais il faut le travailler avec elles. Il faut l'expliquer, tu n'as pas à avoir honte. C'est quelque chose qui est prévu par la nature. Je lui dis, c'est très beau. Je ne te cache pas, c'est l'autre qui a un problème qui te regarde. Toi, tu n'as pas de problème, tu es très belle. Donc, je travaille là-dessus. Voilà, comme les gens très grands qui se cachent, qui se voûtent pour être moins grands. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je travaille beaucoup sur le postural, moi, énormément. Et 80% des conflits que j'ai, c'est bizarre. Je suis juste sur la posture. Et je pose souvent une question aux gens. Je dis, vous savez, les fameux, comme on dit, les 65% de non-verbal, 35%, et 7% c'est le contenu. Moi, j'y crois. Parce que souvent, quand je fais des séminaires ou quand j'ai intervention, je leur dis, qu'est-ce que tu as retenu? Oh, t'es un mec tranquille, t'es souriant, t'es balèze quand même. Mais il ne me parle pas du contenu. C'est ça. Mais j'ai dit des mots quand même. Bon, les hommes politiques sont extraordinaires là-dedans. Ils ont une façon de faire. Alors après, il ne faut pas aller trop loin parce que le contenu c'est important. Il faut qu'il reste du fond. Faut qu'il y ait du fond. Voilà, il faut qu'il y ait du fond. C'est encore mieux quand il y a du fond. Mais ça veut dire qu'on peut quand même tricher. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont d'excellents comédiens dans la vie. Les escrocs, les manipulateurs, sont des artistes en la matière. Ils peuvent passer et faire des choses incroyables. Ils ont maîtrisé la dimension de la posture. Parce qu'ils ont compris. Alors soit ils le font par empirisme, c'est presque des réflexes ataviques chez eux, c'est naturel. Soit ils l'ont appris. Mais toujours est-il que c'est possible. Et donc j'ai vu des gens qui avaient repris confiance en eux, en travaillant déjà sur le pansement, et après en me disant maintenant je vais aller plus loin. Tu vois, tu as réglé déjà pas mal de choses, va plus loin. Et là c'est l'introspection. Voilà. J'ai une dernière question. Ouais. À ton niveau et compte tenu, une fois encore, le Penchak, c'est quand même
un art martial, mais c'est vraiment, moi j'ai toujours aussi appréhendé beaucoup la notion de sport de combat, parce que ça, il y a une recherche d'efficacité qui est incroyable dans ce sport-là. Et ça veut dire que souvent, on associe ce sport à un sport de contact. Dans la vie, il y a des moments où on a peur d'y aller. Alors là, on parle de bagarre de rue, mais ça peut être aussi, j'ai peur d'aller voir mon patron pour une augmentation, ce jeune homme ou cette jeune femme pour aller l'aborder. Quelle clé, si tu avais une clé à transmettre aujourd'hui, qui permettrait peut-être d'aider ces personnes à y aller, tu dirais quoi? Alors, pour diminuer la peur, il n'y a pas 50 solutions. Bon, moi, il n'y a que 2 outils. Le premier, c'est avoir suffisamment confiance en ce qu'on fait pour aborder. J'explique. Moi, ce qui me ferait peur, c'est l'inconnu. Moi, je suis un combattant. Donc, si je dois combattre, je sais ce que je vaux. Je vais envoyer du lourd, comme on dit. Mais j'ai le capital. Maintenant, si j'ai une situation que je ne maîtrise pas, là, je ne vais pas pouvoir me servir. Il n'y a pas eu de chemin de recréer. Je n'ai pas la connaissance. Donc, je suis dans la merde. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Une solution, c'est comme ça. J'ai travaillé sur les phobies avec des gens. J'affronte. T'affrontes. J'affronte. Ça va être une expérience. De toute façon, je ne peux pas reculer. Donc, j'affronte. Et moi, j'ai jamais refusé une situation. On refuse pas le combat. On refuse pas le combat. Parce qu'en fait, je sais que je vais sortir diminué. Donc, je vais perdre, tant pis. Alors, attention, faut pas aller trop loin. Hein. Si on me met un flingue ici, je fais n'importe quoi. On se met pas en danger. On prend des risques, mais on se met pas en danger. Donc, je calcule mon risque. Mais je me mets toujours en situation d'affronter la peur parce que tout le monde a peur. Ce qui fait la différence entre celui qui réussit, celui qui ne réussit pas ou celui qui la dombe, c'est celui qui teste. Celui qui refusera toujours, donc celui qui a une phobie, qui refusera toujours d'affronter à moindre degré. L'idéal, c'est commencer par une petite peur et puis grossir. On sait que la phobie, on ne le fait pas. On fait avec des doses, hein, avec des doses anxiogènes les plus importantes. Pardon. Et en fait, la problématique, c'est que j'ai constaté que si tu n'affrontes pas, ça va être de pire en pire. Le gars qui a peur du métro, moi je l'ai fait avec des gens qui avaient des problèmes de la phobie, hein, du métro, des claustrophobes. Je lui ai dit, on va commencer par un truc. On va aller dans le métro. On ne va pas monter dans le compartiment. On va monter sur le quai, 1 minute, 2 minutes. J'expose de plus en plus. Ça va? Ok? Bon, on fait 10 minutes. Toi, t'as tenu? Bon, enfin, 15 heures, toi, il se passe rien. Ouais, après, le compartiment, 1 station, 2 stations, 3 stations. Maintenant, je me mets dans le compartiment d'à côté. Je suis à côté de toi s'il y a un problème. Et bien maintenant, tu vas faire 3 stations, je te récupère 3 stations après. Et j'expose de plus en plus. Et à la fin, il dit, mais en fait, bah, c'est plus l'inconnu, mec. Donc, t'as plus peur. Donc, je m'oblige, alors, à dose homéopathique. Hein. Quand j'ai vraiment très peur, je vais doucement. Mais moi, je me mets en danger tout le temps. Quand je m'entraîne en musculation, je me fais mal. Je vais en zone d'inconfort. Je me mets en zone d'inconfort quotidien. Bon, ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Parce qu'on me dit, mais t'es dans le défi permanent. Je fais non. Je me mets en difficulté pour toujours qu'il y ait une plus-value. Mais c'est valable pour tout. Hein. Si je ne comprends pas un truc, je vais voir un tuto, je vais chercher. Parce que je sais que je suis en train de grandir. En fait, pour tout, je fais ça. Et en fait, c'est la curiosité, c'est un jeu. C'est pour ça que je joue. Et la peur, je l'ai affrontée comme ça. Donc, si jamais je dois prendre la parole, ça m'est déjà arrivé sur un sujet que je ne maîtrise pas. J'ai pas eu le temps de préparer. Qu'est-ce que je ris? Je vais pas mourir. Je vais passer pour un con. Pas de souci, je vais sortir grandi. Automatiquement. Donc, première attitude, quoi qu'il arrive, je me confronte à la chose. C'est le seul moyen de progresser. Et après, l'idéal, pour pas avoir de façon peur, homéopathique. De pas avoir peur, voilà, ouais, toujours faire la dose pour pas faire des ancrages négatifs, pour pas avoir des chocs, voilà. Et encore une fois, ce que j'essaie, c'est de, ce qui va diminuer encore mon côté anxieux, c'est le fait d'être préparé. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, on les voit, ils évoluent dans tous les milieux, parce qu'ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes, ils connaissent leurs défauts, leurs qualités. Ils savent. Moi, on me demande, est-ce que tu as une grande culture générale, Franck? Non. Ah bon, ça te pose un problème? Bah non. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de me cultiver. Bah écoute, t'es intéressant, vas-y, on se parle, je vais me cultiver. J'ai pas de problème de positionnement? Ok. Est-ce que tu es je sais pas moi, très agile? Non. Est-ce que moi je suis pas bricoleur? Pas du tout bricoleur. Est-ce que tu es bricoleur? Non. Je vais prendre quelqu'un qui est bricoleur. Lui, ça le fait travailler. Je regarde comment il fait, j'apprends. C'est pas mon truc. J'ai pas de souci avec ça. Donc je connais. En fait, quand tu es en phase, quand tu es aligné, comme on dit, tu as beaucoup moins peur. Tu es au clair avec tes qualités et tes points de manque. Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on veut toujours être bon partout, ça c'est pas possible. Et on veut toujours prouver. Et on pense que, en fait, la peur, dire on se la crée. Hein. C'est clair. On est d'accord, hein, la peur, on la voit bien, les phobies, hein, ça repose sur rien. Hein. Et en fait, donc ce que j'essaie, c'est de me dire, ok, bah tu vas, hein, puis tu vas bien voir. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis fait des fois peur. Et quand j'ai affronté cette peur, je me suis dit, bon, en fait, il s'en a passé. Hein. Je n'aime pas de peur. C'est pour ça que les gens disent quand ils montent sur un ring, quand ils prennent la parole en public, oh, avant j'ai une truc pas possible. Puis dès que j'ai dit le premier mot, ça disparaît. Bah oui, tu t'es créé ta peur. Donc elle disparaît. Ah ouais. Et la peur disparaît dans l'action. Et moi j'ai des enfants, j'ai 3 filles, et c'est rigolo, il y en a une, la première qui n'a pas confiance en elle, elle entretient pour elle le patron, elle est reçue par un patron, c'est la 5e dimension. Il a 2 bras, 2 jambes, il a des enfants sûrement, comme toi.
Lui, il a du statut charismatique. C'est ça, comme je dis toujours, c'est son statut, son charisme est lié au statut. Il n'a pas forcément maillot de bain sur une plage. Ça c'est sûr. C'est la posture. Soit en tant que directeur, il est positionné. C'est son contexte. Voilà, c'est contextuel. Ce qu'on appelle le charisme contextuel. Fais-en un, elle en a fait un. Tu n'es pas pris, tu vas pas mourir. Hein. Tu as ton boulot à côté. Fais-en deux, fais-en trois. Là, elle en est à je sais pas combien. Elle me dit, en fait, sur pareil, bah oui, tu as un mec ou une dame devant toi. Ça se passe toujours de la même manière. Ils ont les mêmes questions, ils ont les mêmes attentes, et eux aussi ont la crainte de ne pas tomber sur le bon candidat. Voilà, et par contre, je lui dis, ce qui est clair, c'est si tu rentres en faisant la gueule, avec une tenue complètement, un truc un peu bariolé de partout, tu n'es pas en phase avec l'éthique, si tu as un comportement qui n'est pas courtois, si tu balayes pas, si tu n'es pas un minimum sûr de toi, il va le voir. Donc, essaie de travailler là-dessus, sur ta posture, et tu verras que normalement, ça se passera bien. Après, il répondra pas, mais à chaque fois, c'est une expérience. Et en fait, elle a affronté cette peur comme ça. En commençant sans enjeu. Fais un entretien, n'importe quoi, va chez McDo, va où tu veux. T'en fais un, t'en fais deux. C'est plus l'inconnu, t'as plus peur, t'as cru à 10 chemins. Voilà. Et chaque expérience va te renforcer. Et on voit chez les combattants. Le premier combat, t'es comme ça. On voit les Thaïlandais, 150 combats, les mecs sont comme dans leur cuisine. Bah oui, c'est plus l'inconnu. Par contre, tu prends ton Thaïlandais, tu mets dans un autre domaine, la confiance, bah là, il va affronter une autre peur. Et il faudra qu'il recommence. Après, il y a des gens qui ont des prédispositions. Et il y a des gens qui travaillent aussi pour. Parce qu'on peut tous changer, hein. Enfin, c'est ce que je me dis. Hein. C'est clair. Moi, je suis un grand timide à la base, hein, donc pareil. C'est possible. Merci beaucoup. De rien. Merci, j'espère que vous avez pris plein de notes, parce que, en tout cas, moi j'ai vu les différents problèmes qui pouvaient me permettre, en tout cas, de trouver des super solutions. Et puis, en fait, ce que tu résumes, c'est qu'à un moment donné, le courage, c'est poser une action même quand j'ai peur. Et finalement, la meilleure logique face à l'adversité sera toujours de dire, ok, est-ce que je choisis d'être courageux ou pas? Et après, avec les conséquences positives ou négatives qui vont avec. Deux choses. La première, vous pouvez télécharger mon bouquin sur l'intelligence motivationnelle gratuitement, david-lefrançois.com. Et maintenant, Franck, il a une chaîne YouTube de folie, avec un tas de conseils justement sur la réaction face à l'adversité, le sport, la nutrition, enfin, près de 600 000 abonnés? 600 000, on est à 596 000, je crois. Bon, allez, 600 000, après cette vue-là, ça sera à 600 000. Alors, vous avez l'obligation d'aller sur sa chaîne, vous abonner, on le fait passer à 600, et puis comme ça sera mon petit cadeau de Noël. D'accord, monsieur Chou? Je vous aime. Franck Roper, vous allez sur YouTube tout de suite, vous abonnez, et si vous abonnez, écoutez-moi bien, je vous bénis sur 14 générations. Habituellement, c'est 12, et là, je vais sur 14 générations, et santé, richesse, amour, et une déferlante de sexualité dans votre vie. Donc faites-le. Faites-le. Avec le fasting, on monte le taux de testo, donc ça devrait le faire. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt, mes chouchous. Bye.